Bonjour la VOD. Alors, la suite de l'épisode précédent. Donc, on va construire nos conteneurs et puis on va essayer de les faire tourner. Enfin, déjà, on va commencer par les construire. Les tourner, on verra après. Alors, source dans le template, registry ctl, .yml, .j2. Voilà. Ça aura pour owner. Le user binaries qu'on a défini. Le groupe pareil. On le délègue au sein des conteneurs. Et ça concerne le conteneur name job service. Non, registry ctl, pardon. Registry ctl. Registry ctl. Et donc lui, il démarre avec l'emplacement à la home du utilisateur. Registry ctl-config. Alors, je vous dis, hein, dans un mois, peut-être que je dirais que le home de l'utilisateur, c'est pas la meilleure place. On verra à ce moment-là. Donc, j'en suis où? Parce que je me dis là, pour le moment, que c'est une place pas trop mauvaise parce que c'est statique. Donc, c'est pas vraiment du fichier de configuration, c'est plus du code, c'est entre deux, donc voilà. Après, dans un mois, je me dirais que non. Soit c'est du code et ça va ailleurs, soit c'est du fichier de configuration et ça va dans un point quelque chose, dans le home. On verra à ce moment-là. Alors, registry ctl, on est bon. Écoutez, moi je vois rien de plus. Donc portal, je vous l'ai dit, on le fera à un autre moment. Donc on a core, init, job service, registry ctl et portal qu'on verra après. On a tous les fichiers de configuration qui leur correspondent. Donc on va les construire et on va voir s'il y a des problèmes. Hein, je vois rien de plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Registry, c'est en dehors du scope. Notary, c'est en dehors du scope. Nginx, c'est en dehors du scope. Log, DB, Clear Adapter, Clear, Chart Server et Trivia Adapter, c'est en dehors du scope. Et Shared, c'est juste l'autorité de certification qui est partagée entre les conteneurs. Et ça aussi, c'est en dehors du scope. Donc je pense qu'on est bon. Bon, Job Service, Portal qu'on verra plus tard, Registry CTL et Limit. Bon, bah du coup, on va lancer la construction. Donc déjà, on va nettoyer l'environnement. Bon, l'environnement est nettoyé. On va reprendre les binaires. Donc là, ce qu'on fait, c'est simple. On prend le repo officiel. Attendez, c'est ce script. Là. Donc,
on prend le repo officiel et on compile les binaires. Alors, petite subtilité, le repo officiel, il les compile en utilisant un conteneur avec Go, avec un environnement Go. Au lieu de prendre un binaire Go présent localement, il prend un conteneur. Ce qui donc nous oblige, nous, à faire du Docker in Docker et d'installer Docker dans notre environnement. Merci Dalongo pour ton suivi sur Instagram. Et nous avons des fichiers de configuration, Domini. Il n'y a rien de plus à rajouter. Hein. Je pense que c'est bon. Ah, au moment de l'initialisation, il manquait ça. Je me disais. Donc sur Insta, il y a tous les schémas, tous les diagrammes qui expliquent un peu, par exemple, le Docker in Docker in Docker que je fais pour faire des environnements dev qui soient entièrement reproductibles, le plus proche possible des pipelines de test et de la prod après, et qui soient quand même indépendants de l'host et qui laissent des environnements clean. Donc là, c'est sur Insta, sur Facebook aussi. On a un Discord aussi, si ça vous intéresse. Bon, pour l'instant, il n'est pas hyper actif parce qu'on est très peu nombreux, mais il y a un Discord. Et j'ai l'intention de mettre des trucs dessus, j'ai des projets. Donc, notre binaire sont créés. Nos deux helpers, qui sont des binaires un peu particuliers parce que ce n'est pas des services, sont créés. Et notre package Node.js est exporté. Le paquet de code est exporté. Donc on est bon. Donc maintenant, étape cruciale, on va lancer la construction de conteneurs. On va commencer par l'init. Pourquoi pas? On va voir si ça pète ou pas. Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Ah, ça va pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai oublié GPG. Simplement. Je télécharge une signature GPG, mais j'ai oublié le binaire GPG pour pouvoir la lire correctement. C'est bête. Du coup, on va le mettre. Hop. On relance. C'est bien, on a une musique, presque musique d'ascenseur, et on est en attente. Il a détecté 2 problèmes. C'est quoi ces 2 problèmes? Ah oui. Je sais pas pourquoi mon shell check, je lui ai mis la variable dans VS Codium pour qu'il puisse suivre les sources, les appels à source, mais il n'a pas l'air de la repérer. Bon. Je sais pas. Ça, pour le coup, ça marchait dans VS Code, et dans VS Codium, ça marche pas. Alors, est-ce que j'ai mal fait le truc? C'est possible. Bon, ça, c'est pas grave. C'est... De toute façon, j'ai un checker sur mon intégration continue, pour m'assurer de ça. Alors... Container params isn't defined. Ah oui, pour init. J'ai pas fait de container params pour init. Pourtant, il lui en faut un. Il faut l'appel au binaire, là. Voilà. User binaries, je pense qu'il est valable pour tous. Donc lui, on peut le mettre ici directement. On va le mettre au-dessus. Voilà. Ok. Init, job service, core. Ce bin là, on va faire du OR parce qu'il les concerne tous sauf Portal. Ah oui, mais du coup, ils vont s'écraser entre eux. Donc non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, j'ai shop service, core, init, il me reste registry CTL. Voilà. Set config parameter for go arbor. Init for go arbor job service. Et go arbor registry CTL. Je pense qu'on est bon là. On va relancer. Attendez, est-ce qu'il y a un tiny partout?
Oui, il y a un tiny partout. Très bien. On peut relancer. Et du coup, soyons fous, on va lancer les autres. D'accord. J'ai dit corps. Voilà. Job service. Voilà. Registry CTL. Voilà. Init. D'accord. Job service. Registry CTL. Pour l'instant, tout va bien partout. Donc l'avantage de construire ces conteneurs avec Ansible par rapport à un Dockerfile simple, c'est déjà que la lisibilité du log est bien plus belle en Ansible. Ça fait la doc en même temps, parce que là, toutes les étapes, on est obligé de les nommer. Ansible nous oblige à nommer. Et en plus, c'est la modularité d'Ansible qui est pas mal. Parce qu'on peut construire un conteneur avec plusieurs rôles Ansible et plusieurs collections Ansible en même temps, alors qu'avec un Dockerfile, c'est plus compliqué. Dockerfile, on peut faire une relation unaire parent-enfant, c'est-à-dire un ancêtre, un enfant, et on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. On peut aligner les ancêtres les uns au-dessus des autres, mais on ne peut pas faire plusieurs parents, des choses comme ça. Alors qu'avec Ansible, on peut. C'est pour ça que je préfère Ansible à Dockerfile. En plus, Ansible, ça permet en 2 coups de cuillère à peau, en 2-3 variables, de faire en sorte que la collection Ansible qui était prévue pour un conteneur, eh bien, soit utilisable pour du système D, par exemple. Ou du 6V, par exemple. Du 6.5. Bon. Les conteneurs ont l'air construits. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est les orchestrer. Comment on va les orchestrer? Eh bien, dans cette étape-là, pour le moment, on va faire du Docker Compose. Alors, Compose, il est là. Donc, il lui faut 2 fichiers. Un docker-compose.yml et un docker-compose.override.yml. Alors, pourquoi je mets un override? Je vais vous montrer pourquoi. Avec Concours CI, qui a une instabilité en ce moment. Où est-ce qu'il y a mieux? Regardez. Non, pas. Il y a mieux que Concours CI. Il y a plus représentatif. HashiCorvault, je crois. Ouais, parce que lui, il en a tout plein. C'est bien. Nickel. Alors, pourquoi je fais un fichier override en plus de mon Docker Compose simple? Parce que vous voyez, par exemple, dans le cas de Docker Compose et l'override, il n'y a pas grand-chose. En fait, j'override juste les noms d'images en leur mettant un équivalent local. Pourquoi? Ben parce que la plupart du temps, je vais utiliser les deux en conjugaison. Le Docker Compose simple et le Docker Compose override. Ce qui veut dire que quand je vais faire mes tests, donc avec Cucumber ou avec Inspec, les images que je vais charger, ça sera les images locales, comme défini ici, comme 20 volt node local, etc.
Mais il y a un cas particulier et il vaut mieux télécharger les images à distance. C'est le cas de ce que j'appelle l'Upgrade Pass. Qu'est-ce que c'est l'Upgrade Pass? Mais c'est l'idée qu'il faut aussi tester le cas où on fait une mise à jour d'un service. C'est-à-dire qu'on remplace les conteneurs. Parce qu'un service, ça contient des données, ça contient des fichiers de configuration, etc. Et il peut y avoir des soucis quand on fait des mises à jour, quand on remplace des conteneurs. Comme par exemple, si on a une base de données SQL, on peut avoir des conflits de mise à jour de schéma. Donc l'Upgrade Pass, il sert à gérer ça. Et il se déroule donc en 2 étapes. Première étape, où on utilise le Docker Compose.yml sans l'override, tout seul, qui va donc chercher les dernières versions stables de nos conteneurs, et qui va donc faire son déploiement avec ces dernières versions stables de nos conteneurs. On lui injecte des données, et ensuite, on refait un déploie en utilisant cette fois le Docker Compose Override en plus. Et donc du coup, ça ne sera plus avec les dernières versions stables, mais avec les versions en cours de développement actuelles. Donc, on fait bien un upgrade, ou un update si vous voulez. Parce qu'on passe de la dernière version stable à la version qu'on est en train de développer. Donc, on refait notre déploiement avec cette nouvelle version, et on regarde si les données sont toujours là, et ont une belle forme. Voilà. C'est pour ça donc que j'ai 2 fichiers, un dockercompose.yml simple, et un dockercompose.override.yml. Voilà. Et donc ça, ces chemins-là, qui sont parfaitement immutables parce qu'on a le hash, ils sont mis automatiquement par un bot. Hein. Ils sont mis à jour automatiquement par un bot. C'est pas moi qui, tous les jours, me tape de remplacer les hashes et les noms de version du dernier Nightly Build. Hein. C'est un bot qui s'en charge. Voilà. Du coup, revenons-en à nos moutons. Ce qu'on veut, c'est orchestrer donc notre GoHarbor. Pour ça, on va reprendre celui qui est celui d'exemple. On va le faire simple, donc on veut les conteneurs qu'on a définis là, plus un registre de conteneurs, parce que ça, c'est une interface devant un registre de conteneurs, un PostgreSQL et un Redis. Ça, les dépendances externes. Donc, ce qu'on va faire, c'est ramener notre Postgre. Sur le Docker Compose simple, donc Postgre. Voilà. Donc on fait du MTLS, hein, nous, hein, donc TLS partout. En entry point, lui, il va avoir 3 entry points parce que non, il va en avoir qu'un seul. Parce qu'il faut alimenter une base de données pour GoHarbor. Et si on rajoute Notary et Claire, il faut alimenter leur base de données à eux aussi. Mais pour l'instant, on a écarté Notary et Claire, on se concentre uniquement sur GoHarbor, donc une seule base de données à alimenter. Donc on va chercher le schéma qui est quelque part. Je crois qu'il est dans les assets. Initial registry. Ah non, les 3 schémas, ils ne concernent pas GoHarbor. Ils concernent le registre. Ok. Et Notary. Non, je me suis planté quelque part.
Bon, ben, on va partir à la quête des schémas de base de données de Postgre. Nickel. Alors. Est-ce qu'ils seraient inclus dans leur système respectif? Non, contrôleur, il aurait pas mis dans contrôleur quand même. Non. Serveur. Allez. Voilà, c'est le pur code source. Mhm. Bon, ben on va revenir sur le make et essayer de trouver ces trucs. Parce que là, il fait bien une DB. Il lui met des droits super user. Ouais, c'est moyen sympa. Et ça, c'est le script d'initialisation générale d'une base Postgre. Attends, ils vont pas créer leur base de données eux-mêmes quand même. Si? Database registry. D'accord. On est à la recherche des initialisations de Postgre perdues. Parce que là... Ah, si. Ah, mais j'avais mal vu en fait. C'est moi qui suis complètement à la base. Donc, create database registry, il est là. Très bien. Oui, c'est bon, c'est moi qui avais mal lu. Ok. Notary. Et pour registry. Ah, mais ça me pose une question en fait. Oui, en fait, c'est plutôt le projet registry qui est chargé de gérer le schéma de sa base de données. Ouais, d'accord. Bon, j'ai compris. Donc, on va laisser ça en attente parce que le projet registry, il est là en dessous. Il faudra que je m'en occupe hors stream ou au prochain stream, je verrai. Donc, Postgre Init Database, ça va être très bien. Donc, je vais juste faire le conteneur entry point init.d. Donc, le répertoire qui va tenir ça. Ah, j'en avais déjà fait un. Je pense tout à l'avance. Tout est calculé. Ah, il est là. Donc, c'est là-dedans que je vais faire le fichier Postgre init database. Voilà. Et un pghba.conf particulier. Parce que comme on est en MTLS, c'est lui qui fait la vérification du user. Je vais vous montrer. Donc, on est sur du host SSL. On va prendre registry comme nom de base de données.
Registry, c'est très générique. Hein. Conteneur registry, on va prendre. Ça décale bien tout, mais c'est pas grave. Conteneur registry DB, ce qui permet de la différencier du nom de user, qu'on va appeler sobrement conteneur registry. Hein. Voilà. Clear insert verify full avec un Scram HSA 256. Donc c'est du MTLS. Donc on est bon. Je vais redécaler les trucs pour bien tout aligner. Voilà, on conserve les boucles locales. Pour la réplication aussi, le jour où on construit notre cluster Postgre. Je ne sais pas décaler les boucles locales. Attendez. Voilà. Bon, donc ce Postgre init, il faudra le remplir avec ce que va nous annoncer le projet conteneur registry. Donc le projet qui est ici. Donc, je vais le noter. Sur le plan des bases de données. GoArbor n'a pas de base propre. Ce qui me paraît quand même bien bizarre. Mais bon. Il gère non. Il utilise la base de données du projet. Je vais le remettre. Ouais, je vais le remettre. Non, je vais pas le remettre. Docker distribution. Docker. Allô? Qu'est-ce qu'il y a le truc? Voilà. Oh. Distribution. Voilà. Ça évite de faire une redite. Je ne remets pas le lien. Vous avez compris la même chose que moi, hein. C'est bien la base de données du registre qu'il gère. Lui, il n'en gère pas par lui-même. Il rajoute juste cette table-là. Notary. Et donc c'est pendant l'initialisation qu'il rajoute ces tables, je pense. Parce que ouais, il y a plein de schémas de migration ici. Access, Arbor User. Ouais, d'accord. C'est dans la même base de données que Registry. D'accord.
Ok. Du coup, ça, il faudra que je regarde quand j'aurai dépouillé le projet Registry. Donc, on va passer à la suite. Après Postgre, on a besoin de Redis. Donc là, je m'appuyais sur un Redis que j'avais demandé pour tester Gitty. Voilà. Alors je vais les mettre quand même dans le même réseau, ça serait plutôt pas mal. Go Arbor. Go Arbor. Copain Redis Password, c'est bien ce qu'on avait utilisé pour le mot de passe, non? Dans le template. Ouais, copain Redis username, copain Redis Password. On est bon. Append only, ok. Yes. Require pass. Et l'étape qui restera pour Redis, c'est le MTLS aussi. Mais dans le cas de Redis, pour l'instant, j'ai pas vu de binaire. Enfin, disons que là, ce qu'on utilise pour l'instant, c'est les conteneurs officiels de Postgre et Redis. Alors pourquoi c'est pas l'adresse? C'est parce qu'on a fait une recopie locale pour ne pas heurter la limite, l'API rate limiting de Docker. Mais dans le conteneur officiel de Redis, ils l'ont pas compilé avec les flags TLS. Donc pour l'instant, ils y sont pas. Donc ça veut dire que le jour où on développe nos conteneurs Redis, ce qu'on va faire, eh bien on compilera le binaire avec les flags TLS. Pour faire du MTLS sur Redis aussi. Bon. Donc là, c'est concours partout, alors que ça devrait être Go Arbor. Hein. Ok. Go Arbor, Redis Data. Oui, le dossier par défaut du conteneur officiel Redis pour stocker ces données, c'est /data. Bon. Et je vais créer le volume correspondant. Et vous savez quoi? Pour ce soir, on va pas aller beaucoup plus loin. Parce que, en fait, bon, je commence un petit peu à patiner, mais c'est pas ça le seul problème, c'est que là, en fait, on va construire un Docker Compose. Et après, ça prendra plus qu'un quart d'heure. Et aligner les paramètres et tout ça. Et donc, si je commence maintenant, en fait, je vais devoir couper au bout d'un quart d'heure un truc qui sera à peine fait, quoi. À peine commencé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain soir, 17h30, pour la suite des opérations. Et donc, le programme de demain, c'est de compléter ce Docker Compose et de mettre en place les bonnes variables d'environnement pour faire communiquer tous ces conteneurs entre eux. Or, le but, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait en fin de stream un cluster qui fonctionne, mais bon. Je me suis donné 3 semaines pour faire Go Arbor. Demain, on sera à la fin de la première semaine. Peut-être la semaine prochaine, on aura un cluster qui fonctionne. Et après, tout le reste, ça sera rédiger des tests corrects pour s'assurer de sa stabilité. Et puis le packager. Donc, la VOD, je vous souhaite une bonne soirée.
on se retrouve donc pour la suite. Alors demain, c'est un peu stupide suivant quand vous le regardez, donc pour la suite au prochain épisode, voilà. Donc, bonne soirée la VOD.